Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture sur deux livres que j'attendais énormément en février. Donc le premier, ça va être Crescent City, le tome 3 de Sarah Gimas aux éditions de Saxus, Maison de la flamme et de l'ombre, et également Force Wings de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman, roman de collection Romantasy. Alors je vais commencer par vous parler du deuxième que j'ai lu, donc Force Wings, parce que c'est celui sur lequel j'en ai le moins à dire entre guillemets, parce que Crescent City, je parle un peu de la saga avant également, donc il y a plus à dire. Donc Force Wings, donc je vais regarder un peu par là, parce que j'ai mes notes juste en dessous, voilà. Donc pour Force Wings, c'est un livre, je me suis dit, j'aurais pas dû le lire après Crescent City. Mais avant de vous expliquer pourquoi, je vais vous montrer le joli jazz-page, la jolie couverture. Alors je montre pas forcément l'intérieur ni la jaquette parce que ça peut un petit peu spoiler. Mais bref, c'est un bel objet lire, il y a eu un joli travail sur l'édition en termes de design. Parce qu'il y a des petites coquilles à certains endroits qui m'ont fait tiquer pendant ma lecture, mais voilà. Ça devient de plus en plus courant, peu importe les maisons d'édition, j'ai l'impression d'avoir des coquilles, enfin surtout pour ceux qui font de la romance, de la fantaisie, enfin surtout de la fantaisie en principe. Mais bon, passons sur ce sujet. Force Wing, donc pour moi, l'avoir lu après Crescent City, c'était peut-être une erreur, parce que l'univers est pas hyper élaboré, entre guillemets. On nous en parle vaguement. En fait, à chaque fois, c'est très vague. Comme pourquoi les dragonniers vont être contre tel type de personne, on n'en sait rien. Enfin, concrètement, on sait qu'ils se bastonnent. Le reste, voilà. Donc ça m'a paru un peu fade à côté de Crescent City. Cependant, j'ai beaucoup apprécié les personnages principaux, même d'autres, mais qui manquaient peut-être un peu plus de description, d'attention, de background. Background. Ouais, ouais. Comme par exemple, l'amie que va se faire notre héroïne dès le départ, bah, on n'en sait pas plus que ça sur elle, quoi, à part qu'elle est tante. Voilà. Enfin, c'est assez vague. L'univers, il m'a énormément fait penser, enfin, du moins, la relation qu'il y a entre les dragons et les dragonniers m'a énormément fait penser à Eragon. Donc, c'est les dragons qui vont choisir leur cavalier, tout comme dans Eragon où l'œuf va éclore pour la personne qu'il souhaite au final. Et ils vont avoir un lien télépathique et le dragon va apporter sa force au dragonnier. Voilà. Ça m'a beaucoup fait penser à Eragon. Donc, ils doivent faire face à une menace principale dans ce livre, c'est les griffons. Et voilà. Je vais être très décousue dans cette update lecture, mais bon, on va essayer de bien le vivre. Ensuite, pour moi, c'est pas un Enemies to Lovers, en fait. Euh, on nous vend ça comme un Enemies to Lovers, mais pour moi, Xaden, donc ça va être une relation entre Xaden et Violette. Donc Violette, c'est la fille de la personne qui va gérer l'école militaire. Et cette femme, comment dire, et cette femme, elle va dire à sa fille, non, tu ne seras pas scribe comme tu souhaitais l'être et comme l'était ton père, tu seras cavalier, car dans la famille, on n'a que des cavaliers, c'est comme ça. Donc Violette, qui est une personne qui a comment dire, une santé assez fragile, ça va être un envoyé à l'échafaud, hein, on va pas se mentir. Sa mère, elle s'en fout, quoi. Elle est en mode ton grand frère, ta soeur ont réussi, y a pas de raison que toi, tu fasses pas la même chose, vas-y. Alors qu'elle sait que sa fille a une santé extrêmement fragile, elle se brise facilement les os. C'est compliqué, hein. Alors que les cavaliers, c'est. En fait, les scribes, ça va être les personnes qui vont relater les livres, les histoires. Et les cavaliers, ça va pas du tout être le même genre d'études. Ils vont devoir se battre et bah, s'il y en a un qui meurt pendant l'entraînement, bah il meurt quoi. C'est pas anodin aussi que les cavaliers se fassent tuer par d'autres personnes de l'aile. Enfin, les apprentis, c'est pas.
Enfin, il y a certaines conditions qui font dans lesquelles ils n'ont pas le droit d'être tués, mais d'autres, si, c'est pas grave, let's go. Enfin, si on pense qu'une personne est un point faible pour l'équipe, pour l'aile, en fait, il y a des ailes dans lesquelles sont des escouades. Voilà, les ailes contiennent des escouades. Et du coup, si on pense qu'une personne va être un point faible pour l'aile ou l'escouade, bah, ils peuvent l'éliminer. Donc Violette, elle est un peu en PLS, hein, on va pas sentir. Et à côté de ça, on a Xaden, qui est le chef d'aile en 3e année, qui lui est un enfant, est le fils d'un membre de la rébellion. Et donc tous les enfants de membres de la rébellion sont des personnes marquées, et évidemment tous les parents de ces enfants ont été exécutés de manière sommaire. Donc voilà. Et bien évidemment, le père de Xaden s'est fait faire exécuter par la mère de Violette. Donc tout le monde pense que Xaden va essayer de faire une seule chose, et bien c'est de la tuer. Mais pour moi, c'est absolument pas un enemies to lovers, parce que pour moi, en fait, Xaden, à aucun moment, il va vouloir la tuer, en fait. À aucun moment, il montre qu'il veut la tuer. Il va jamais faire aucune action qui va à l'encontre du bien-être ou de la santé de Violette, pour moi. Pour moi, il va même à un moment essayer de la protéger en disant s'il y a quelqu'un qui doit la tuer, c'est moi. Mais à aucun moment il va essayer de le faire. Donc pour moi, c'est des personnes qui vont apprendre à se connaître et qui vont, à la suite de ça, développer une relation. Mais à aucun moment dans ma tête, c'est ce que je vois être un enemies to lovers. Voilà, c'est peut-être moi qui n'ai pas la bonne description, ou c'est peut-être ma vision du enemies to lovers qui n'est pas bonne, mais pour moi, ce n'était pas ça. Voilà. Donc comme souvent dans ce genre de récit, il y a des intrigues politiques qui vont mener notre héroïne à choisir un camp. Mais là, ça vient vraiment tout à la fin. Vraiment, l'arc narratif de ce tome, ça va être Violette au sein de l'école, qu'est-ce qu'elle va faire. Voilà. Au sein de l'école, qu'est-ce qui va faire que Violette va s'en sortir, comment elle va faire pour pallier au fait qu'elle n'est pas aussi musclée que les autres, qu'elle n'est pas aussi grande que les autres. Et ça va être intéressant. Moi, je trouve que c'est bien mené. Il y a plusieurs rebondissements auxquels on peut s'attendre, comme par exemple le cliffhanger de fin, ben, ça venait gros comme une maison, je trouve. Mais c'est un livre que j'ai lu très rapidement, c'est très page-turner, même si certains chapitres sont très longs et ça peut un peu faire ramer le rythme de lecture. Mais voilà. Donc pour moi, c'est pas un coup de cœur, mais ça a été une bonne lecture et je lirai avec plaisir le tome 2. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre, parce que je sais que beaucoup de personnes ont eu un gros coup de cœur sur cette série, sur ce livre, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ou pas dans ce livre. Et là, on va attaquer un gros morceau. Donc on va attaquer le tome 3 de Creation City, que j'attendais, mais que j'attendais fort fort fort. Et voilà, donc je vais vous dire un peu ce que je pense de cette saga, de ce tome. Donc évidemment il y aura du spoil de partout, je vais pas non plus spoiler la fin, mais je vais parler du livre sans me gêner, quoi. Donc pour moi, Creation City, c'est un univers qui est vraiment très bien fait. Pour moi, c'est de la urban fantasy. Et on va suivre donc plusieurs personnages qui ont fait que cette saga était vraiment une saga coup de cœur pour moi. Donc on va suivre Brice, qui est un personnage féminin très fort, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, malgré un monde très patriarcal, parce que Brice est mi-humaine, mi-fae. Et du côté fae, une femme n'a pas le droit à la parole, si on lui a pas donné, elle est sous la responsabilité ou de son père, ou de son frère, ou de son mari. Sinon, elle n'a pas vraiment de droit. Voilà, donc on est vraiment dans le vif. Et elle choisit d'épouser un homme qu'elle aime plutôt qu'un homme qui lui était imposé, qui, soit dit en passant, était son cousin. Et elle a eu son cousin à un moment, je crois, et après ça a été un autre qui s'est avéré être quelqu'un de bien, mais elle ne le savait pas, et elle, son but, c'était pas d'épouser cet homme. Donc c'est aux côtés de son mari Hunt qu'elle va faire son maximum pour mettre à la vue de tous ce que sa meilleure amie Danica, une métamorphe louve, avait commencé à découvrir sur les astéries. Je sais, je donne beaucoup d'infos,
sur les Astéries. Et les Astéries, c'est des êtres qui se disent être supérieurs, qui gouvernent le monde dans lequel Brice vit. Voilà, donc entre autres, par exemple, le roi Fae va être sous le commandement ou va être sous la direction des Astéries. Donc ce que j'ai toujours apprécié également dans cette saga avec Brice, c'est qu'elle a toujours un coup d'avance sur tout le monde. Et elle est également prête toujours à se sacrifier pour les gens qu'elle aime. Elle n'hésite jamais donc à se jeter au travers du danger. Mais à chaque fois, elle a un coup, elle a quelque chose, elle a un coup dans sa botte, elle a toujours un joker ou je ne sais quoi, où elle est en mode non mais je savais que ça pouvait arriver, donc j'ai prévu ça. Donc c'est vraiment une personne ultra agréable à lire. C'est une héroïne badass qui est pas forcément ultra forte dès le départ, mais qui va monter en puissance et qui va justement avoir une sacrée équipe de choc à ses côtés. Donc à ses côtés on retrouve également Hunt qui est un ange, ou du moins c'est ce qu'on nous annonce au début, il n'est qu'un ange pour nous. Donc il a le pouvoir de manipuler la foudre. Et ce dernier, il est fait esclave des Astéries suite à une tentative de rébellion contre eux. Donc ça va juste être un chien de chasse pour eux, quoi. Et lors d'une enquête policière pour le meurtre de l'héritière Fendir et d'une partie de sa meute au tout début du tome 1, il va alors faire la rencontre de Brice et c'est là que tout va commencer. Il va alors essayer de l'aider au maximum. Il va découvrir également la manipulation des Astéries. Il va se rendre compte que beaucoup de choses leur sont cachées, mais il le savait car c'est une personne qui a déjà essayé de se rebeller contre les Astéries. Et il va voir en Brice non seulement son âme sœur, sa future femme, mais également un moyen de briser le joug des Astéries. Ensuite, Tarion est un personnage que je trouvais très intéressant dans le premier tome où on ne l'a pas trop vu. Donc Tarion, c'est un homme de la mer, de l'eau. C'est une sirène. Je sais pas si on dit que c'est une sirène. Il peut paraître, donc comme je disais, assez anodin, mais il va y avoir un grand changement, une grosse évolution auprès de ce personnage. Et pendant le tome 3, on va être très focus sur lui, je trouve. Donc j'ai beaucoup aimé dans le 3e tome le passage où il revoit la reine du fleuve après avoir été exilée et où sa tête a été mise à prix, car cette dernière va lui dire ce qu'elle pense réellement de lui. Et ça va être... Je me mets à beaucoup plus apprécier la reine du fleuve suite à ce qu'elle vient de dire. Et on se rend compte que le monde marin, ils sont prêts aussi à beaucoup de choses pour protéger les autres espèces, les autres races, et pour faire disparaître les Astéries. Et je pense d'ailleurs qu'on reverra peut-être dans un prochain tome ou dans une nouvelle, parce que vu la fin du tome, je suis pas sûre à 100% qu'il y en ait un prochain. Mais je pense que lui et Ariadne, donc une métamorphe dragon, auront leurs apparitions dans d'autres livres, nouvelles, notamment peut-être dans des nouvelles à part d'Akotar, sait-on jamais, on verra bien. Ensuite, nous avons Ethan, qui est un personnage qui a eu une évolution extrêmement marquante dans le livre. C'était le petit frère de l'ex-petit copain de Brice. Donc son grand frère avait été tué au tout début du tome 1 avec le reste de la meute, mais Ethan n'était pas avec eux. Donc il va vouloir aider Brice, après l'avoir bully à un moment, il va vouloir aider Brice et suite à ça, il va se faire exiler de sa meute. Et il va prendre beaucoup de galons, il va rejoindre le groupe de Brice. Et pour lui, au fond de son cœur, c'est une meute avec qui il est, c'est une meute d'amis. Et ça va être vraiment, enfin, il va être un loup métamorphe parmi les failles, c'est super génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Ethan, c'est toujours quelqu'un qui essaye de faire le bien. Il va toujours prendre des décisions pour essayer d'aider un maximum de personnes. Et il veut toujours penser également à sa meute de laquelle il a été exilé. Il veut les aider et essayer de se débarrasser de l'alpha tyran. Et au final, il va vraiment prendre un superbe rôle. Et je vais beaucoup apprécier si on le revoit plus tard. Ensuite, nous avons Jesiba. Alors, Jesiba, c'est un personnage dans le tome 1 et 2
Pour moi, concrètement, c'était une femme qui cachait des choses, mais c'était également la personne qui tenait la boutique d'antiquités, qui tenait une bibliothèque avec des livres cachés, et qui était l'employeur de Brice. Et cette femme, elle s'avère être beaucoup plus ancienne que la plupart que la plupart des personnages de ce livre. Et elle va, grâce à elle, Brice va réussir à faire ce qu'elle souhaite. Ethan également, et on se rend compte qu'elle a euh, un rôle hyper important au sein de la Maison de la Flamme et de l'Ombre, ce que je ne savais absolument pas dans les tomes précédents. Donc pour moi, Jesiba, c'est vraiment... c'était une humaine à la base, et elle est devenue immortelle, et on va apprendre beaucoup plus sur son histoire, et je trouve ça très très intéressant. Donc pour moi, le petit aussi, la liaison entre Crescent City 3 et Akotar, j'ai adoré ça, parce qu'on retrouve Azriel et Nesta, et d'autres personnages, mais c'est surtout avec Azriel et Nesta que Brice va avoir des interactions. Et on va voir que les deux jeunes femmes, elles vont se faire confiance malgré tout. Je suis émue. Je suis émue de cette confiance entre Nesta et Brice, et j'espère vraiment qu'on va les revoir ensemble. Et je pense qu'on en apprendra encore plus dans le prochain tome d'Akotar, mais là on en apprend beaucoup plus sur l'existence, la création des artefacts comme le chaudron, le corps, la dague d'Azriel et l'épée stellaire, et j'ai trouvé ça ultra intéressant parce qu'on a beaucoup de réponses à beaucoup de questions que j'avais sur les deux sagas, donc c'était hyper intéressant. Et donc en résumé, je trouve que Crescent City, c'est une saga d'urban fantasy qui est superbe, qui a un lore incroyable, c'est un monde très riche et complexe, donc beaucoup d'informations dès le départ, beaucoup d'espèces différentes, etc. Mais au final, on s'y fait très vite, et on est très vite plongé dans l'action. Les personnages pour moi sont tous attachants, et il n'y en a aucun qui n'a pas une utilité. On va pas rencontrer un personnage, le voir et ne plus le voir après. Non, ils ont tous une utilité dans le récit. Ce que j'apprécie beaucoup, donc par rapport par exemple, comme je disais avant, à Force Wings, où il y en a, on va nous parler d'eux, mais hop, voilà, c'est tout. Alors que là, ils ont tous un super background, ils ont tous une utilité dans l'histoire ou à venir. Si vous croisez un personnage dans le tome 1 et que vous n'avez pas vu encore son utilité, vous le saurez dans la suite, c'est une certitude. Donc il n'y a pas de personnage, comme je disais, donc secondaire, et la patte de Sarah J. Maas, elle est incroyable. J'aime beaucoup cette autrice, après je vais me lancer dans les Kieleana. Enfin, j'ai lu que le tome 1 pour le moment, donc on verra si ça me plaît autant. Et donc pour moi, Crescent City, c'est une histoire d'enquête et de vengeance, mais également d'espoir. C'est un livre qui va nous montrer que l'espoir, ça va beaucoup aider aussi. Il y a des enjeux politiques de différents types dans cette saga, donc que ce soit par rapport à la place de la femme faillie dans la société, ou la tentative de renverser des personnes qui règnent sur la ville. En fait, le but à chaque fois, c'est de renverser les modes de gestion, de gestion des personnes, et de faire en sorte que le maximum de personnes soient sur un pied d'égalité. C'est ça le but de Brice, en tout cas. Donc c'est un récit qui a été très riche en émotions, j'ai ri, j'ai rougi, j'ai pleuré, enfin il y a tout eu. C'est une saga qui j'espère s'arrêtera pas là, ou qui du moins réapparaîtra par intermittence au sein d'Akotar. Voilà, donc voici mon avis sur ce livre, ça devient lourd. Ça devient très lourd à porter. J'espère que mon avis sur les deux sagas vous aura plu, vous aura donné potentiellement envie de lire l'un ou l'autre. Et n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur Crescent City, je serais très très heureuse de voir ce que vous en pensez, que ce soit positif ou négatif. Moi j'aime bien toujours avoir les deux côtés. Je pense que je vais vous laisser là. Je vous souhaite un très bon début de semaine et à très bientôt.